Super, on est en ligne, on va attendre un moment. Quels attendees, donc. Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de Impact. Merci pour votre présence et je voudrais dire grand merci à notre oratrice du jour. Vous ne la connaissez pas, mais c'est une très bonne amie. Elle s'appelle Sybille Job. Elle est conseillère en orientation scolaire. Elle a 8 années d'entreprise et 8 années où elle passe son temps à travailler avec les jeunes pour les aider dans leurs projets scolaires, leurs projets professionnels, pour qu'ils prennent les bonnes orientations pour leur futur. Elle a fait l'école de commerce avant d'aller en entreprise et puis elle est mère de 3 merveilleux enfants. C'est une franco-camerounaise. Elle vit aujourd'hui au Brésil où elle vit de sa passion, l'orientation scolaire. Ce qui me touche dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle le fait avec passion, avec éthique, et elle ne manque pas d'arguments pour nous dire l'orientation scolaire, c'est la clé de votre futur. Si vous êtes présent, vous savez déjà comment ça se passe. On aura 30 minutes de présentation, maximum 30 minutes de présentation et 30 autres minutes pour les questions et réponses. Pour le moment, je voudrais que vous me dites qui vous êtes, quelle classe est-ce que vous faites. Tapez dans le chat. Vous utilisez le chat. On est déjà quelques-uns en ligne et je voudrais que vous me dites qui vous êtes et quelle classe vous faites. Et si vous êtes des parents, s'il vous plaît, identifiez-vous et vous nous dites combien d'enfants vous avez et quelles sont vos attentes. On a 4 minutes pour cela. Après, je vais donner la parole à Sybille. Bonjour Yasmine. Yasmine fait quelle classe? Ou bien Yasmine est un parent? Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ce doit être interactif, sinon on ne pourra pas continuer. Maman d'une jeune de 14 ans qui commence en seconde. Waouh! Bravo Yasmine. Bonjour Alan. Nana Samuel en classe de première A espagnol. Super. Grâce. Alan qui fait 4e. Très bien Alan. Bonjour Grâce. Tu ne nous as pas dit quelle classe tu faisais? Ne soyez pas timide. Grâce, Yasmine, Alan, Samuel, merci beaucoup pour votre contribution. Et là, je vais donner la parole directement à Sybille. Sybille va nous entretenir sur les clés de l'orientation scolaire. Souvent, on se trouve dans un labyrinthe quand on arrive en 4e, en 3e, on se demande quel est le parcours qu'on doit choisir. Souvent, même, c'est jusqu'en terminale qu'on se demande où est-ce qu'on va. Aujourd'hui, on va nous aider à démystifier ce chemin-là et j'ai l'honneur de vous présenter Sybille Job. Sybille. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Pardon, j'ai un petit bug avec ma présentation. D'accord. Ok, 2 secondes. Nous allons restart. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin pour vous parler de ma passion, un sujet qui est au cœur de mon métier, qui est l'orientation scolaire. Je suis honorée par l'invitation de Sylvie que je tiens à remercier vivement. Et je vais vous parler pendant de nombreuses minutes, donc je voudrais prendre un petit temps pour que nous interagissions.
au début et je vais vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est que s'orienter? Voilà, nous sommes revenus au départ de la présentation. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat, est-ce que vous savez ce que c'est que s'orienter? Ne soyons pas timides, hein? On devra contribuer. C'est quoi s'orienter? Sinon, Sybille, elle va se fâcher, elle va garder les réponses. Donc, il faudrait que nous participions. Freddy, tu as une réponse? Merci Yasmine, nous avons choisir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous dire ce que c'est que s'orienter? Il n'y a pas de mauvaise réponse. S'orienter, ça vous fait penser à quoi? À choisir. Savoir où aller, merci Nan Samuel. Suivre une direction, merci Gisèle. Choisir sa direction, d'accord. Faire un choix, opter pour, merci Camille. Se diriger vers une chose, c'est excellent. Vous êtes tous dans le vrai. Je suis contente de voir que vous avez déjà des idées. Ce qu'on veut être dans la vie, le chemin que l'on veut prendre, tout à fait, faire un choix. Vous avez tous des éléments de la réponse. Moi, je vais vous dire, c'est mon métier, mais je suis simplement allée dans le dictionnaire pour regarder la définition. J'ai fait très simple. Alors, je n'ai pas pris la première définition qui faisait référence à l'orientation dans l'espace, quand on est perdu et qu'on cherche son chemin. Mais tout de même, quand on arrive à la deuxième définition, s'orienter, c'est trouver ou retrouver son chemin. Et la troisième définition, c'est choisir tel type d'activité. Par exemple, s'orienter vers la littérature. Donc, s'orienter, en fait, c'est trouver son chemin vers l'activité professionnelle qu'on souhaite exercer. C'est choisir le métier qu'on va faire demain, donc dans sa vie. Alors, l'orientation, ça peut très vite apparaître comme un casse-tête. Parce que quand vous pensez orientation, tout d'un coup, vous avez plein d'idées, plein de questions qui viennent en même temps se bousculer dans votre tête. Mais quel métier est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut que j'aille à l'université? Est-ce qu'il faut que je fasse une école? Est-ce que je dois faire une formation professionnelle? Est-ce que je dois faire des études longues, des études courtes? Est-ce qu'il y aura du travail pour moi à la sortie à la fin de mes études? Et à côté de ces questions, vous avez toutes vos craintes qui vont ressurgir en même temps, qui sont la peur de l'échec, la peur de ne pas faire aussi bien que quelqu'un de sa famille, je vais pas faire aussi bien que ma mère qui a fait des très belles études, je vais pas faire aussi bien que mon père, je vais pas faire aussi bien que mon frère aîné ou ma sœur aînée. Vous avez également des peurs par exemple de ne pas avoir de but. Et il y a aussi une certaine peur d'être confronté au monde adulte. Donc, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vous proposer des clés et des outils pour vous repérer dans cette orientation et ne pas rester dans ces craintes et avec toutes ces questions. Donc, pour commencer, je vous parlerai de comment aborder son orientation, quelle est la posture de départ. Ensuite, on parlera des différentes étapes que sont se connaître, approfondir sa connaissance des métiers envisagés, explorer les différents parcours d'études possibles pour parvenir au métier de vos rêves, élargir vos compétences. Et puis, je prendrai un petit temps pour parler un petit peu du rôle des parents dans l'orientation et nous aurons un temps de questions-réponses. Alors, quand on parle de comment aborder son orientation, on parle de posture de départ et je voudrais que vous imaginiez, comme vous voyez sur la photo, un athlète qui va courir un 100 mètres. Il se met dans une certaine position pour que son départ soit le meilleur. Donc, il met ses pieds, il a deux choses auxquelles il faut qu'il pense. Il met ses pieds dans les starting blocks,
correctement et il aligne ses mains le long de la ligne de départ. Vous, c'est pareil, vous allez devoir avoir deux attitudes au départ de votre orientation. La première attitude, c'est je vais être acteur de mon orientation. L'acteur s'oppose au spectateur. Donc, je ne reste pas les bras croisés à regarder un peu les gens s'agiter autour de moi. Non, je suis acteur. Je ne suis pas là pour regarder, je suis là pour agir. Je dois être proactif parce qu'en fait, il s'agit de votre vie. Il ne s'agit pas de la vie de quelqu'un d'autre. Si vous attendez que les choses se passent, la vie va faire des choix à votre place et vous allez vous retrouver à exercer un métier que vous n'aimez pas, à faire des études dans lesquelles vous ne trouvez aucun intérêt et vous aurez même du mal à réussir. Alors qu'en étant réellement acteur, vous allez faire vos propres choix et être acteur, ça veut dire aller poser des questions, aller chercher l'information. Aujourd'hui, je tiens à vous féliciter parce que si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez déjà conscience de ça. Vous avez fait un premier pas, vous allez chercher de l'information. Il faut conserver cette attitude et toujours être celui ou celle qui pense à son avenir. Ça, c'est la première chose, être acteur de son orientation. La deuxième chose, c'est anticiper. J'ai une collègue qui a l'habitude de dire anticiper, c'est la clé d'une orientation réussie. C'est effectivement une des clés d'une orientation réussie. Pourquoi est-ce qu'il faut anticiper? Parce que vous aurez le temps. Et quand on a le temps de réfléchir, on a réellement le choix. Plus vous vous y prenez à l'avance, plus vous allez mettre des paliers, vous allez franchir des étapes et vous allez arriver en disant voilà ce que je veux. Si vous vous retrouvez la veille de la décision à dire oulala, il faut que je décide quelque chose, vous allez décider quelque chose effectivement, mais par défaut parce que il faut choisir, donc je choisis n'importe quoi. Donc plus vous vous y prenez tôt, plus vous exercez un réel choix. Ensuite, vous allez me demander, mais c'est quand le bon moment anticipé? Ça veut dire que je commence à réfléchir à mon orientation, à quel moment? Alors, il n'y a pas de moment idéal. Des études ont montré que les centres d'intérêt se stabilisent vers 15-16 ans en moyenne. Donc, avant, c'est un petit peu tôt. Maintenant, j'ai envie de vous dire, il y a des gens qui ont toujours su ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de moment idéal. Il y a des gens qui, depuis tout petit, savent qu'ils veulent être médecins ou qu'ils veulent être pilotes. Donc, voilà, ils le savent et ils vont se renseigner pour savoir comment arriver comment réaliser leurs rêves. Donc, il n'y a pas de moment idéal. Mais on peut quand même se dire que quand on est en classe de 3e, on a le choix de sa série à faire en seconde. Donc, au début de sa 3e, idéalement, on commence à se poser des questions et à faire ce travail d'orientation pour savoir quelle série est-ce que je vais choisir parce que après, je voudrais faire telle ou telle étude et tel ou tel métier. Mais si vous êtes au lycée, ce n'est pas trop tard. Vous avez encore votre choix d'études supérieures à faire. Et même si vous êtes déjà dans des études supérieures, si vous vous apercevez que vous n'êtes pas dans une voie qui vous épanouit, vous avez la possibilité de vous poser de nouveau des questions et de vous réorienter. Voilà, donc on part en étant acteur de son orientation et on pense à anticiper. On va commencer la première étape, qui est une étape qui n'est pas facile, ça va être de travailler sur qui je suis. Vous allez chercher à vous connaître. Ce n'est pas facile à faire tout seul, c'est bien là que j'interviens généralement pour aider les élèves, mais on peut quand même le faire seul et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc, quand vous ferez ce travail, c'est un travail qu'on fait en étant au calme, avec une feuille et un stylo, et on commence à travailler sur qui je suis. La première étape, vous allez travailler sur vos centres d'intérêt. Qu'est-ce que j'aime? Alors, c'est pas... vous allez écrire ce que vous aimez, d'accord, mais c'est ce que vous aimez, c'est ce qui vous rend réellement heureux, qui vous met le sourire jusqu'aux oreilles, qui vous fait vous sentir réellement bien, qui vous fait vous sentir vivant. Et donc, une fois que vous avez fait cette liste, demandez-vous pour chaque chose que vous avez écrite, pourquoi est-ce que ça me rend heureux? Et vous allez, pour chaque centre d'intérêt listé, écrire « j'aime ceci parce que ». D'accord? Parce qu'on peut aimer la guitare parce que ça détend, parce que quand on joue de la guitare, on aime donner de la joie à un public.
Voilà, donc il faut écrire pourquoi vous aimez chaque activité. Si vous n'arrivez toujours pas à compléter vos centres d'intérêt de cette manière, vous pouvez aussi compléter cette phrase qui est « Si j'étais totalement libre de ma vie, je… » Et là, laissez libre cours à votre imagination et écrivez votre vie de rêve. Et vous trouverez dans ces éléments-là, dans cette phrase, tous vos centres d'intérêt, tout ce à quoi vous aspirez. Ensuite, on va parler des valeurs, qui sera le deuxième point sur lequel vous allez travailler. Je voudrais que vous me mettiez dans le chat, est-ce que vous savez ce que c'est que les valeurs? Qu'est-ce qu'on appelle les valeurs dans la vie? Je vous laisse quelques secondes pour répondre dans le chat. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les valeurs? Personne? Ce doit être participatif, c'est ce qu'on s'est dit. Ne soyez pas timide, comme dit Sylvie. Une ou deux réponses sur qu'est-ce que c'est que les valeurs? Je sais que ce n'est pas une question simple. Bon, j'ai posé une question trop difficile, visiblement. Donc, je vais y répondre. Ah, les valeurs, des valeurs. On s'appuie pour faire nos choix de vie, tout à fait. Ouais, super. Bravo, Yasmine. Quelqu'un d'autre veut répondre? La question, c'est qu'est-ce qu'on appelle les valeurs? Les raisons de notre orientation. Merci, Grâce. Un ensemble d'acquis, de qualités qui nous aident dans la vie. Nos principes de vie. Bravo, Aline. La valeur, c'est ce que représente quelqu'un. D'accord. Alors, la valeur, en fait, c'est ce qui est posé comme bien, comme vrai, selon des critères personnels ou sociaux. Et ça sert de référence, en fait, de morale. Mais aujourd'hui, nous, on va parler, en fait, de ce qui est important selon des critères personnels. On va parler de vos valeurs à vous, pas des valeurs qui sont reconnues par la société. Dans la société, on sait que l'honnêteté, c'est bien, que l'humilité, c'est reconnu comme, voilà, comme une valeur, etc. Mais là, on ne va pas parler des critères sociaux, on va parler des critères personnels, d'accord? Donc, c'est ce qui a du sens pour moi. Ça peut être… alors, pardon, c'est ce qui a du sens pour vous et c'est ce qui va motiver votre action. Je crois que c'est ce que j'ai vu dans les définitions. C'est ce sur quoi on va s'appuyer pour faire nos choix de vie, oui, parce que ça va être notre moteur, en fait, et ça va être le socle aussi de notre confiance en nous. Donc, c'est ce sur quoi on s'appuie pour faire ses choix dans la vie. Ces valeurs, ça peut être, je vous en ai mis plusieurs. Ça peut être m'occuper des autres, la famille, être connu, ça peut être avoir du leadership, ça peut être la tradition. Voilà. Alors, quand vous faites ce travail, rappelez-vous que vous êtes sur une feuille tout seul. Vous n'avez pas un regard pour vous juger, donc soyez honnête. On n'est pas là pour dire « Oh, c'est pas bien ces valeurs-là », personne ne va vous juger, mais reconnaissez pour vous-même qu'est-ce qui est important pour vous pour faire vos choix. Si c'est un exercice trop difficile à aborder de cette façon, vous pouvez aussi répondre à cette question. Que voudrais-je faire pour améliorer le monde? D'accord, on répond à cette question. Et la troisième clé pour travailler sur les valeurs, c'est de se dire, est-ce que dans mon entourage, il y a une personne que j'admire? Dans mon entourage, ou alors même quelqu'un que je ne connais pas, mais que j'admire. Parce qu'en général, quand on admire une personne, c'est parce qu'elle est le reflet de ce qui est important pour nous, de ce qu'on voudrait avoir, de ce qu'on voudrait être réellement. Et on n'admire pas tous les gens pour la même raison, parce que précisément, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Je vais vous donner un exemple rapide. Si vous prenez Madame Michelle Obama,
Vous demandez à 3 personnes pourquoi est-ce qu'ils admirent Michelle Obama, pourquoi est-ce qu'elles admirent, pardon, Michelle Obama. Chacune va vous répondre et ne va pas forcément vous répondre la même chose. Une personne va vous dire « Ah, moi, je l'admire parce que c'est une personne pour qui la famille, c'est important. Elle parle tout le temps de son père, de sa mère, de son frère. Elle a fait revenir vivre sa mère avec elle. Alors qu'elle était déjà mariée, elle a toujours fait passer l'éducation de ses filles avant tout le reste, etc. Donc, pour une personne, ce sera la valeur famille qu'il verra en elle. Pour une autre personne, ça va être la réussite. Michelle Obama est diplômée de 2 écoles de la Ivy League américaine, que sont Princeton et Harvard, et elle est devenue une brillante avocate. Donc, pour une autre personne, ça va être la réussite. Pour une troisième personne, ça va être sa bienveillance, son empathie, sa capacité à se mettre toujours au niveau des autres, à écouter les autres, à aller vers les autres. Vous voyez que on n'a pas tous les mêmes valeurs, ce ne sont pas les mêmes choses qu'on voit dans les autres et ce qu'on voit réellement dans les autres, c'est ce qui nous touche, nous. Vous allez être choqué par une attitude d'une personne parce que ça va à l'encontre de vos valeurs. Donc, essayez par ce biais-là, par tous ces biais que je vous ai proposés, de trouver quelles sont vos valeurs. L'étape suivante, ça va être de travailler sur votre potentiel. Je suis fort dans quel domaine? Vous êtes tous forts dans plein de domaines. Essayez de tous les trouver. Ne pensez pas qu'au domaine scolaire, qui bien entendu est important. Il faut dire, je suis fort en anglais, je suis fort en mathématiques, etc. Mais il faut également lister tout ce qui est hors du domaine scolaire. Ça peut être, je suis très douée quand il faut aider les autres. Je suis une personne très organisée. Je suis une personne ponctuelle. Tout ça, ce sont des qualités qui sont importantes et il faut lister vraiment tous vos points forts, tout votre potentiel. Une fois que vous avez travaillé donc sur vos centres d'intérêt, vos valeurs, votre potentiel, vous allez trouver qui vous êtes avec vos goûts, vos aspirations et vos forces. Et c'est grâce à ça que vous allez déterminer non pas le métier pour lequel vous êtes fait, mais les métiers pour lesquels vous êtes fait, parce qu'on est tous faits pour une multitude de métiers et pour de nombreuses formations différentes. Pour comprendre ça, je vous ai pris un exemple que j'ai totalement inventé, un exemple fictif d'une personne qu'on appellera Solange. J'ai fait très simple, hein, vous pouvez le voir sur les tableaux ici. J'ai mis peu de choses, mais c'est juste parce que c'est un exemple. Bien entendu, on a beaucoup plus de centres d'intérêt que ça, beaucoup plus de talents, voilà. Donc, Solange, quand elle a travaillé, s'est rendue compte qu'elle aime passer du temps avec ses amis, elle aime discuter avec eux, les écouter. Vous voyez ici, elle explique pourquoi elle aime être avec ses amis. Elle aime discuter avec eux, elle aime les écouter. Elle aime aider ses amis à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Elle aime jouer de la guitare car ça la détend. Et quand elle parle de ses valeurs, elle est partie avec la question « Que voudrais-je faire pour améliorer le monde autour de moi ?» Je voudrais que les enfants ne soient plus maltraités. Mon potentiel, mes talents, je suis forte en anglais et en sciences naturelles. Mes amis disent de moi que je suis serviable et que je sais écouter. Donc, elle se retrouve avec des métiers possibles qui sont des métiers d'aide, des métiers où il faut écouter et parfois convaincre, ou des métiers où il faut transmettre, où on est dans la relation avec l'autre. Les métiers qui pourraient l'intéresser, ce seraient les métiers d'avocat, de psychologue, d'éducateur spécialisé, de conseiller en ressources humaines, parce que tout ça demande d'être au contact des autres. Tout cela demande de savoir apporter une aide aux autres. On a parlé de son sens de l'écoute, on a parlé du fait qu'elle était serviable. Vous allez me dire, mais le fait qu'elle joue de la guitare, elle a bien précisé que ça la détend. D'accord? C'est pas parce qu'on a un centre d'intérêt qu'on a forcément envie d'en faire son métier. On peut être très, très, très doué pour la danse, mais aimer la danse simplement comme un loisir et un moyen de se détendre. Donc, vous voyez, quand vous allez terminer ce travail sur vous connaître, vous aurez une vision plus claire de des métiers qui vont pouvoir vous intéresser et dans lesquels vous allez pouvoir vous épanouir. Je voudrais juste vous apporter un petit conseil dans cette étape de votre travail sur l'orientation, c'est de ne pas vous limiter. Rêvez grand, visez haut. Pour une fois dans votre vie, je vais vous dire, soyez mégalo. On va pas vous le dire souvent.
vraiment imaginer les choses en très, très grand. Ne vous mettez aucune barrière, ni géographique, ni financière. Voilà, c'est la partie où on met les choses telles qu'on les souhaite, telles qu'on les rêve. Maintenant que vous avez listé un certain nombre de métiers, vous allez travailler sur la partie qui va consister à connaître ce métier réellement et ne pas simplement le rêver. Parce que parfois, on voit des métiers simplement sous un angle et on ne voit pas d'autres aspects. Confucius disait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie ». Le but, c'est ça, c'est de se lever le matin. Le but, c'est de se lever le matin et de se dire « Oh, je vais aller faire ça, ça, ça » et de ne pas se dire « Oh, je vais aller travailler ». Non, on se lève en étant motivé parce qu'on fait quelque chose qu'on aime. Donc, vous avez fait une liste donc, des métiers que vous envisagez de faire. Et vous allez, dans un second temps, aller voir pour chaque métier en quoi est-ce qu'il consiste réellement. Quelles tâches effectue chaque jour une personne qui exerce ce métier? Je vais vous donner un exemple. Un avocat, tout le monde va imaginer l'avocat au tribunal. Mais un avocat ne fait pas que plaider au tribunal. Ce n'est qu'une partie de son travail. Un avocat va commencer par travailler avec un client, par l'écouter. Il va constituer un dossier. Il va accompagner son client dans ses rencontres avec le juge. Il va rédiger des actes. Voilà, le métier d'avocat, la partie qu'on voit, ce n'est vraiment qu'un petit bout. Donc, allez chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ce métier que vous avez envie d'exercer. Pour ce faire, vous avez l'outil Internet qui est extraordinaire. Vous pouvez taper fiche métier avocat, fiche métier architecte, etc. Vous aurez le descriptif très, très détaillé de ce métier. Vous pouvez aller également sur Internet regarder des vidéos. Il y a des extraits de vidéos sur des métiers. Et vous pouvez également discuter avec des professionnels si vous avez la chance d'avoir un oncle, une tante, un cousin qui est médecin ou qui est avocat, qui exerce un métier que vous envisagez de faire. Ce sera d'ailleurs le meilleur moyen de connaître ce métier. Et j'en profite pour vous parler d'un projet d'impact que Sylvie va mettre en place. Ce sont des webinars sur les métiers précisément qui vont commencer le 19 septembre. Puisque vous êtes dans sa mailing list, vous recevrez, soyez bien attentifs, vous recevrez des messages pour vous informer de ces webinars sur les métiers. Donc, venez y participer, écoutez ce que les spécialistes auront à dire sur leur métier. Et la troisième étape dans la connaissance des métiers, vous allez retenir 5 métiers qui vous plaisent réellement par-dessus tout. Alors, vous pouvez aller maximum jusqu'à 7 métiers, mais en général, 5, c'est déjà bien. Ou alors, vous identifiez une filière d'études si vous n'arrivez pas à vous fixer sur un métier, par exemple, voilà, la filière santé. Dans cette étape où vous allez travailler sur les métiers, vous allez écouter les autres, puisque vous êtes à la recherche d'informations. Donc, soyez à l'écoute, mais c'est à vous de choisir. Ce n'est pas aux autres de vous convaincre de faire quelque chose, c'est réellement à vous d'avoir la décision finale. Quand vous aurez travaillé sur ces métiers, vous allez maintenant explorer les différents parcours d'études possibles. On peut arriver à un métier de différentes façons. Vous allez faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Pour ce faire, sur vos petits papiers sur lesquels vous travaillez depuis le départ, vous allez faire un tableau en mettant le métier que vous envisagez de faire, les différentes études possibles, les villes ou les pays dans lesquels se passent ces études, les conditions d'admission, le coût des études et la durée des études. Je vous ai mis également un exemple. Alors, j'ai réussi à remplir ce tableau, moi, en étant ici au Brésil, uniquement en utilisant Internet. J'ai pris l'exemple d'une personne qui voudrait être traducteur ou traductrice. Cette personne aurait la possibilité, à Yaoundé, de faire l'Institut supérieur de traduction et d'interprétariat, qui est accessible avec le baccalauréat, pour une durée d'études minimum de 3 ans, jusqu'à la licence. Avec une licence, il y a 2 masters disponibles, au Cameroun en tout cas, l'un à l'université de Buea et l'autre à l'université de Chang. Alors, j'avais le coût des études, mais n'étant pas sûre de la fiabilité de l'information,
de sa mise à jour, je ne les ai pas, je n'ai pas mis l'information, mais elle existait sur Internet. Après, on peut se rapprocher directement d'un établissement ou d'une université pour avoir les coûts des études. Et si vous voulez savoir un peu plus en détail les matières qui sont enseignées dans telle ou telle filière, vous pouvez discuter directement avec des étudiants. Si vous avez l'opportunité de discuter avec un professionnel, pensez également à leur demander quelles sont les formations qui sont reconnues par les entreprises aujourd'hui. Mon conseil, ça va être, ayez toujours un plan B. Ne choisissez pas une filière d'études et puis ou alors un établissement et puis c'est terminé. On ne sait jamais ce qui peut se passer, donc ayez toujours un plan B. Alors, maintenant, on va parler d'élargir ses compétences. Pourquoi est-ce que vous allez élargir vos compétences? D'abord, pour enrichir votre personne, tout simplement. Et puis également, pour faire la différence face à d'autres candidats. Parce que quand vous arrivez, par exemple, à un niveau master, on va vous demander, vous allez tous avoir des dossiers qui vont se ressembler. Et comment vous allez faire la différence? Parce que vous, par exemple, vous êtes parfaitement bilingue dans une, voilà, vous parlez, je ne sais pas, français, anglais ou français, espagnol, mais vraiment parfaitement. Vous êtes différent parce que vous avez mené un projet de volontariat dans votre quartier, vous avez été leader pour mettre en place, par exemple, un puits qui permette une distribution de l'eau pour tout le quartier. Vous allez faire la différence parce que vous êtes très fort en programmation informatique. Voilà, donc élargir ses compétences, c'est vraiment aller montrer qu'on est différent parce qu'on est très, très doué dans un domaine. Et dans un domaine non scolaire, parce que je présume que vous avez tous de très bonnes notes à l'école et il faut faire la différence autrement. J'en profite également pour vous parler d'un autre projet d'impact qui est de permettre aux jeunes d'aller en immersion en entreprise pour observer de plus près comment ça se passe dans une entreprise. C'est un projet qui aura lieu au cours de cette année. Vous pourrez vous rapprocher de Sylvie pour être mis au courant des moments où cela se fera. Ça commencera à Douala et peut-être qu'elle aura l'opportunité d'élargir cette proposition dans d'autres villes. Alors maintenant que j'ai parlé et expliqué bien à toute notre jeunesse comment avancer dans son projet d'orientation, je voudrais m'adresser un petit peu aux parents qui vont se demander, mais finalement, quel rôle est-ce qu'ils jouent ou est-ce qu'ils peuvent jouer dans cette orientation? Alors, je dirais que ce serait plus une attitude à avoir, et dans les parents, je m'inclus bien entendu. Et l'attitude que nous devrions avoir, en fait, c'est l'attitude qu'on voit sur cette photo, qui est celle de la personne qui est au-dessus, qui a une vision, puisqu'elle est au-dessus, plus large d'une situation, et qui tend la main, qui tend la main et qui tient fermement cette personne qui est en train de monter, et qui l'empêche de tomber également. Donc, ça résume bien l'attitude que je pense que nous devrions avoir vis-à-vis de nos enfants quand il s'agit de leur orientation. C'est-à-dire, la première chose, c'est une relation de confiance. Ici, on a la confiance de celui qui est au-dessus, qui a les pieds bien campés, mais on a la confiance de celui qui donne sa main, qui a bien confiance dans la personne qui est en train de la tenir, elle va pas la laisser tomber. Donc, voilà. Essayez peut-être de voir les enfants, ou essayons, pardon, de voir les enfants, nos enfants, comme le premier jour où on les a vus. On a été dans un total émerveillement. On a du mal à avoir ce regard sur nos enfants parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, ils ne sont pas allés exactement dans la direction qu'on escomptait. Et en fait, rappelons-nous que nos enfants sont des êtres librement pensants, des personnes intelligentes et qui vont faire leur propre choix et que nous devons accepter et avoir confiance qu'ils ont la capacité de faire des choix. Et éviter en fait de se projeter dans ce qu'on aurait aimé qu'ils fassent, d'une espèce de syndrome de réussite par procuration. Voilà, nos enfants sont là pour vivre leur propre vie, donc ayons confiance en eux, première chose. Et la deuxième chose, c'est ayons une position d'orientateur. C'est un mot que j'ai emprunté à une de mes collègues, Carole Le Fur.
qui est d'être actif dans l'orientation par le questionnement, en les aidant dans leur réflexion, en posant des questions. On va les aider à avancer, à aller chercher encore plus d'informations quand ils verront que papa ou maman m'a posé une question, je ne sais pas répondre, ça veut dire que j'ai pas assez travaillé sur le sujet. C'est de cette manière-là que vous pourrez participer à leur orientation. Et également, en leur proposant de l'aide, vous pouvez obtenir des informations pour eux. Peut-être que vous avez un ami qui exerce un métier avec qui votre enfant pourrait discuter. Vous avez plein de manières de pouvoir aider votre enfant, être acteur également de son orientation, en étant bien entendu toujours à l'écoute, ouvert et bienveillant. Voilà mes petits conseils pour les parents comme moi. Là, je vous ai remis les différentes filières d'études qu'on trouve à peu près dans tous les pays, que vous devez connaître. Vous pouvez trouver cette information également sur Internet. Et je vous ai mis quelques sites Internet sur lesquels vous pouvez faire des recherches. Alors, je suis désolée, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont connectées qui ne sont pas au Cameroun, parce que j'ai mis des sites essentiellement au Cameroun. Vous pouvez aller sur SubStudy. C'est vraiment un site intéressant qui regroupe l'ensemble des universités, des établissements d'enseignement supérieur et autres instituts au Cameroun. Vous pouvez aller sur orientation.cm, notamment pour avoir la liste des débouchés possibles après le baccalauréat. Et vous avez le site UCAC-ICAM pour ceux qui souhaitent se diriger vers l'ingénierie. Je vous remercie de m'avoir écouté si longuement et je vais pouvoir écouter vos questions. Je n'ai pas le son. Sylvie, je ne t'entends pas. Ah, c'est bon. Oui, là, ça va. Merci beaucoup, Sybille, pour cette brillante présentation. Je vais résumer ce que moi, comme parent, j'ai suivi de ta présentation. La première des choses est comment est-ce que nous l'abordons, comment est-ce que les jeunes doivent l'aborder. Ils doivent être l'acteur de leur orientation. Ils ne doivent pas s'asseoir et attendre qu'on leur mâche l'eau et qu'on leur donne. Ils doivent commencer à être des acteurs de leur orientation et ils doivent prendre des actions. Comme là, participer à un séminaire pareil veut dire qu'ils ont déjà conscience que je dois commencer à m'orienter. Ça, c'était ce que j'ai retenu et il faut se connaître. Plusieurs personnes naviguent dans la vie, par exemple, sans se connaître. Se connaître, c'est le début de la sagesse. C'est ce que j'ai retenu comme citation, le début de la sagesse. Savoir quelles sont ses valeurs, parce que nos valeurs sont les socles de nos choix de vie. Aussi, approfondir quels sont nos talents, quel est notre potentiel. Approfondir la connaissance des métiers envisagés, parce qu'on veut être pilote, mais qu'est-ce qu'on sait de ce que c'est qu'être pilote? Donc, approfondir notre connaissance des métiers et explorer les différents parcours. Ça veut dire ne pas choisir un seul parcours et se dire je reste dedans parce qu'on se ferme, quoi. Donc, il faudrait pouvoir laisser la porte ouverte parce que on est dans un temps qui est déjà changeant et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Surtout aussi élargir ses compétences parce que tout n'est pas dans ce que nous avons en termes d'académie. Il faut aussi penser aux activités extrascolaires, participer à des projets volontariats dans votre communauté, aller faire du sport, participer dans des équipes du quartier, je ne sais pas moi, mais il faudrait avoir des activités extrascolaires qui vous permettent de vous différencier des autres parce que ces activités extrascolaires vous apprendront par exemple le leadership, comment gérer une équipe, comment est-ce que vous communiquez entre vous. Donc, ce fera la différence sur deux mêmes CV qui sont sur une table. Aussi, on a donné des conseils aux parents. J'espère que les parents ont bien suivi que les enfants ne doivent pas être des copies d'eux-mêmes ou bien ne doivent pas être la projection de ce que eux, ils voulaient être quand ils étaient jeunes et qu'ils doivent les aider à choisir, mais en restant dans leur position d'aide avec l'écoute bienveillante et surtout montrer qu'ils supportent leurs enfants. Ça, c'est ce que j'ai retenu de ta présentation et pour moi, elle était claire et brillante et j'espère que d'autres personnes
connectés comme moi l'ont suivi. On va passer à la séance de questions-réponses et la première question vient d'un parent. Gisèle demande comment est-ce que je sais dès la maternelle si je dois envoyer mon enfant dans la session anglophone ou francophone. C'est aussi une orientation. Oui, j'ai vu la question. Donc, il y a plusieurs questions dans une question. Il y a, est-ce que je dois orienter mon enfant vers le sous-système anglophone ou francophone? Là, j'ai envie de dire, l'enfant étant au niveau de la maternelle, c'est vous, les parents, qui faites le choix. Quand les enfants sont petits, c'est nous qui décidons quand est-ce qu'ils mangent, quand est-ce qu'ils boivent, quand est-ce que… Donc, je dirais, essayez de vous projeter. Qu'est-ce que vous pensez pour lui sur le long terme? Est-ce que vous avez une vision de l'endroit où vous souhaitez vivre, etc. Si vous avez pour projet d'aller vivre dans une région anglophone, bien entendu, ça va faire partie de la décision. Voilà, je pense que c'est à vous en tant que parent de décider à ce moment-là. Il n'y a pas de meilleur choix. Je pense qu'on trouve de très bonnes écoles dans les deux systèmes. Après le CM2, comment je sais si j'oriente l'enfant vers l'enseignement général ou technique? Je pense que c'est en fait en fonction précisément de ce que vous allez observer chez votre enfant. Est-ce que c'est un enfant qui est très scolaire au sens théorique du terme? Est-ce qu'il aime apprendre des choses, retenir, etc. Ou est-ce que c'est un enfant qui est manuel, qui a besoin d'être dans le concret? Et à ce moment-là, vous le mettrez plutôt dans une filière technique. Et puis ensuite, je pense qu'il a suffisamment il est un peu plus grand et peut participer à la réflexion lui-même de la manière que j'ai proposée tout à l'heure. J'espère avoir répondu à la question de Gisèle. Je répondis là-dessus, Sybille, quand tu dis, par exemple, entre technique et général, savoir si l'enfant est plus manuel que, tu as dit plus manuel que scolaire, un truc pareil? Oui, quand je dis scolaire, j'entends les enfants qu'on dit très scolaires, c'est les enfants qui aiment écrire, apprendre par cœur, voilà. Ils sont plus dans la partie théorique des apprentissages. Ça veut dire que nous, les parents, en ce moment-ci, il faut qu'on apprenne à connaître nos enfants. Oui. Parce que avec notre train de vie où on entre, on sort, on ne se rend pas compte de ce qui se passe et on ne sait pas qui sont vraiment nos enfants. Si notre enfant est plus pratico-pratique, il aime travailler de ses mains, il aime monter des choses, ou bien il passe plus de temps à lire. Il faudrait qu'on ait un temps pour connaître nos enfants. Parce que c'est avec la connaissance de ces enfants-là et de leurs aptitudes qu'on sait rapidement si ce sera technique ou bien ce sera général, tant que l'enfant n'est pas capable de prendre ses décisions lui-même. Tout à fait. La question suivante vient de Lynn. Elle demande quelles sont les activités à privilégier dans l'éducation de nos enfants afin de favoriser pour eux-mêmes et pour nous les parents l'apparition de leurs aptitudes. Alors, là, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite, idéale. Je pense que quand ils sont petits, on peut leur demander, soit choisir pour eux une activité et puis voir s'ils s'y épanouissent. Quand vous décidez que votre enfant, vous allez lui proposer de faire, je ne sais pas moi, du tennis, par exemple, si ce n'est pas lui qui vous l'a demandé, vous n'êtes pas sûr que ça va lui plaire au départ. Et même si c'est lui qui vous l'a demandé, peut-être que ça ne lui plaira pas. Et c'est précisément en proposant des activités variées ou différentes d'une année sur l'autre qu'on pourra découvrir quels sont ces centres d'intérêt. En revanche, il y a aussi une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les enfants souvent aiment changer parce qu'ils aiment le changement. Voilà. Après, il faut faire attention entre je change pour changer ou je change parce que réellement, je ne m'épanouis pas dans cette activité. Parce qu'en fait, on ne leur apprend pas la persévérance si on change tout le temps. Donc, s'ils font une activité et qu'ils commencent à avoir, il faut l'exercer au moins pendant 1 an, une activité. Si vous commencez à faire du tennis, il ne faut pas arrêter au bout de 2 semaines parce que vous ne pouvez pas savoir au bout de 2 semaines si ça vous plaît ou pas. Il faut faire l'effort au moins pendant 1 année et puis au bout de l'année, dire voilà, moi, je n'aime vraiment pas ça. Et puis, vous allez vous rendre compte, chaque fois qu'il doit aller au tennis, il n'a pas envie d'y aller. Donc, c'est pas la peine d'insister, on va essayer autre chose. Maintenant, si c'est juste changer pour changer alors qu'en fait, il y est allé toute l'année et il a fait des progrès,
il faut qu'il persévère pour faire encore d'autres progrès et acquérir cette notion de persévérance. Super. Et comment est-ce qu'on apprend cette notion de persévérance aux enfants? Justement, ils sont vraiment changeants. Je me rappelle avoir inscrit quelqu'un qui a insisté pendant longtemps de faire du Namvudo. Mais après 2 mois, il est genre, il tire les pieds, il ne veut pas y aller. Comment est-ce que je fais pour que cet enfant-là soit persévérant? Parce que c'est aussi une valeur, la persévérance. Eh bien, il faut insister. C'est une activité qu'on paye. Donc, on a payé, on va jusqu'au bout. Et dans la vie, c'est comme ça. On ne peut pas commencer. Imaginez que vous dites à une personne je vais donner des cours de lecture à ton fils. Vous êtes un adulte, hein. Vous dites, je vais donner les cours de lecture à ton fils pendant 6 mois. Et puis, au bout de 2 semaines, vous dites, ah non, moi, ça me fatigue, ton fils, je vais plus m'en occuper. Bon, on s'aperçoit quand même que les conséquences sont assez graves. Donc, pour ne pas devenir ce type d'adulte, il faut dès le plus jeune âge quand même savoir que quand on s'engage dans quelque chose, on doit aller jusqu'au bout. Parce que quand on arrête, ça a aussi des conséquences. Peut-être que vos parents, ils ont déjà payé 6 mois. Donc, vous ne pouvez pas arrêter du jour au lendemain juste parce que ça vous fatigue un peu de vous lever tôt un matin ou ça ne vous plaît pas. D'accord. Allez jusqu'au bout, vous arrêterez quand l'année sera terminée. Ah, ça, c'est super. Merci beaucoup, Sylvie. J'espère que tous les jeunes sont en train d'écouter et que les parents aussi savent que c'est en regardant ce que nous faisons qu'ils sont en train d'imiter, quoi. Donc, il faudrait aussi que nous, les parents, on leur montre que nous sommes des personnes persévérantes. Merci beaucoup, Sylvie. La question suivante, elle vient de Bala Belinga qui demande comment établir ces centres d'intérêt si on est dans un milieu où il n'y a pas assez d'occasions de s'épanouir et de découvrir certaines activités. Alors, ce n'est pas une question facile. Je dirais que quand on n'a pas un choix énorme, il faut choisir parmi le peu qu'on a et il faudra mieux développer une activité pour laquelle on a l'opportunité. Même si on a le choix entre deux, il faudra choisir entre une des deux choses qui sont disponibles et aller vraiment jusqu'au bout de la démarche. Je vais prendre l'exemple imaginer que vous avez la possibilité soit de devenir un très bon lecteur, soit de devenir un très bon musicien. Voilà, vous n'avez que ces options-là. Alors, en plus, vous pouvez jouer que d'un instrument. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, par exemple, je choisis de jouer d'un instrument et je vais jouer de cet instrument, je vais devenir excellent et je vais me cultiver. Je vais connaître les auteurs-compositeurs classiques. Je vais connaître les profils de toutes les personnes qui jouent, tous les chanteurs d'aujourd'hui qui jouent du piano. Voilà, vous allez en faire réellement votre différence parce que, voilà, vous allez choisir parmi ce que vous avez. Je ne peux pas vous demander d'aller développer quelque chose qui n'est pas à votre portée. Et si vous avez choisi la lecture, je ne sais pas, choisissez quelque chose. Par exemple, de lire le maximum d'auteurs africains et de connaître leur biographie. Voilà, je pense qu'on peut choisir de développer avec ce qu'on a. Mais il faut aller vraiment le plus loin possible et montrer que ça fait réellement une différence. Et c'est pas juste j'ai lu 2 livres d'auteurs africains, du coup je suis un spécialiste. Non, ça marche pas. Ouais. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter quelque chose à cela. Il faudrait aussi que nous pensions créativité. Parce que nous pouvons être dans un milieu où on se dit, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Comment est-ce que je peux trouver cela, je peux inventer cela dans mon milieu? Par exemple, un projet communautaire où on se met à nettoyer tout le quartier en mobilisant des gens. Vous n'aviez pas d'activité avant, mais vous avez pu inventer une activité. Vous avez inclus des personnes. Ça fait de vous un leader créatif et qui donne aux autres des opportunités de participer à quelque chose de bien. Avec cela, vous avez créé votre activité et vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse. Donc, dans un milieu, il y a toujours possibilité d'être créatif. Et c'est comme cela que des gens deviennent des entrepreneurs, des gens deviennent des leaders, parce qu'ils ont pu trouver des solutions là où il n'y en avait pas. C'est juste un avis. Merci beaucoup, Sibylle. On a une autre question. Diane Lydie qui dit merci pour le sujet. Parlant de persévérance chez l'enfant par rapport à un choix. Face à un enfant qui démissionne
devant son choix. Y a-t-il une autre méthode en dehors de l'insistance du parent? Je dirais que ça va dépendre aussi de l'âge de l'enfant. Après, bien entendu, si vous avez un enfant qui hurle chaque fois qu'il doit aller faire son activité et que ça dure pendant plus d'un mois, il faut peut-être revoir, voir quel est le souci et ne pas forcément insister, mais trouver autre chose. Peut-être que votre enfant n'aime pas le sport. Parce que souvent aussi, il faut faire attention. On peut faire des choix pour nos enfants parce que, comme je disais tout à l'heure, on a un peu le syndrome de vivre les choses par procuration. Par exemple, moi, j'ai jamais eu l'opportunité de faire du piano et moi, je peux permettre à mes enfants de jouer au piano, mais peut-être que votre enfant, il n'a pas envie de jouer au piano. Donc, en fait, il y a d'une part écouter un peu et observer l'enfant. S'il n'est pas sportif et que vous allez persister à lui faire changer de sport alors qu'en fait, il a juste pas envie de faire du sport, ça va être compliqué. Et donc, quand on appelle, ce qu'on appelle démission, ça dépend un petit peu de ce que c'est. Est-ce que c'est démission effectivement par une attitude ou c'est juste démission parce qu'on reste couché sur le canapé et là, les adolescents, pour en avoir, je sais que c'est pas simple et je n'ai pas de solution magique, il faut essayer tout ce qu'on peut, faire des deals, des marchés pour les inciter quand même parce que c'est pour leur bien. Donc, essayer de leur proposer, je ne sais pas, une contrepartie s'ils vont jusqu'au bout de leur engagement. Ah, ça, c'est super. Il y a Julien qui dit, il a fait la connaissance d'un jeune qui lui a fait la confidence qu'en réalité, il n'aime pas l'école. Il n'aime pas l'école. Et dans ce cas, comment donner une orientation à ce jeune? Alors, ma difficulté pour répondre à cette question va être le fait que je ne vive plus actuellement au Cameroun et que je ne sache pas précisément ce qui est proposé aux personnes qui ne sont pas scolaires, parce qu'on n'est pas tous scolaires et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres valeurs. Je pense que ce jeune doit savoir qu'est-ce qu'il aime, parce que c'est pas parce qu'on n'aime pas l'école qu'on n'aime pas autre chose. Qu'est-ce qu'il aime? Je pense qu'il faut qu'il réfléchisse réellement à ça. Et avant d'aller voir un parent en disant je n'aime pas l'école, je pense qu'il faut dire mais moi j'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup faire par exemple un travail manuel. Il y a des ébénistes, il y a des artistes peintres, je sais que les parents sont jamais ravis d'entendre que les enfants ne suivent pas les voies classiques connues, mais et s'il n'a pas l'opportunité de le dire à ses parents, ce qui est possible aussi, parce qu'ils ne seront pas prêts à l'entendre, il peut par ailleurs continuer une activité qui lui plaît pour s'épanouir et en attendant d'avoir l'âge de décider de faire ce qu'il veut. S'il aime bricoler, il peut bricoler régulièrement et comme ça, ce sera sa soupape en dehors de l'école qu'il n'aime pas. Il pourra s'adonner à une activité qu'il aime pour tenir le coup. Et voilà. Je suis d'accord avec toi, Sybille. Souvent, quand les enfants, quand les jeunes disent « je n'aime pas l'école », souvent, il faut regarder, peut-être à l'école, il a des soucis. Peut-être ce n'est pas l'école en lui-même, genre scolaire, académique, qui fait un problème. Peut-être ça peut être l'école qui a un souci. Et là, il faut discuter pour voir. Peut-être il se fait harceler à l'école. Peut-être il y a un truc qui ne va pas à l'école. Ça peut être qu'il n'a pas intérêt en une ou deux matières. Et là, il souffre de se comparer aux autres et se dire, peut-être c'est pas pour moi. Alors, il vient dire, je n'aime pas l'école. Dans ce cas, je crois qu'il faut vraiment s'asseoir avec ce jeune-là, discuter avec lui, trouver des alternatives, comme tu as dit, trouver d'autres activités qu'il pourra faire en dehors de l'école. Et peut-être il trouvera un centre d'intérêt et peut-être il va regagner confiance en lui-même et se dire, en fait, ce n'est pas l'école qui avait un problème, c'était que, et s'ouvrir à nous. Souvent, c'est juste trouver qu'est-ce qui ne va pas et lui trouver d'autres centres d'intérêt, mais lui expliquer que l'école, c'est aussi la clé de la vie. Que si tu veux être ébéniste, il faut quand même que tu aies un bac. Tu ne vas pas t'arrêter sans avoir ton bac. Et c'est là où notre persévérance
doit jouer, quoi. Nous voulons leur apprendre à être testés. Même si tu n'aimes pas l'école, c'est pas le moment de te retourner. Il faut continuer jusqu'à un niveau au moins. Ça, c'est ce que moi, je penserais. Yasmine, est-ce que ce serait possible de préciser un pass professionnel pour que je puisse avancer sur la question? Comment très-tôt inciter nos enfants à l'entrepreneuriat? Lynn, comment très tôt inciter nos enfants à l'entrepreneuriat? Quelques astuces. Alors, inciter, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous souhaiteriez les inciter à l'entrepreneuriat? On n'est pas tous faits pour être des entrepreneurs, donc il y en a qui ont cette compétence et ce souhait depuis très longtemps, et il y en a qui ne l'auront jamais. Donc, je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'il y a derrière la question les inciter à l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est les inciter à l'action et à, comme disait Sylvie tout à l'heure, à faire du volontariat? S'ils n'ont pas d'idées eux-mêmes, c'est leur proposer peut-être, leur apporter plusieurs idées pour qu'ils fassent le choix. C'est toujours mieux d'en avoir plusieurs, parce que si vous en trouvez une, c'est votre idée, c'est pas la leur. Donc, il faut leur proposer plusieurs idées pour que eux se disent, ah oui, ça me parle bien. Moi, je veux bien, effectivement. Il y a des jeunes qui peuvent aller. Je pense qu'il y a des projets pour aller dans les prisons, visiter les prisonniers ou donner des cours aux prisonniers. Il y a comme disait Sylvie, on peut avoir un projet de nettoyage du quartier. On peut avoir plein d'idées et en proposer pour voir qu'est-ce qui parle le plus à votre enfant. Les enfants peuvent aussi mettre en place des clubs de lecture avec des amis. Il n'y a pas beaucoup de livres, donc chacun apporte un livre et puis ils font un petit club de lecture où ils lisent chacun à leur tour et ils parlent de leurs ressentis, ils parlent des auteurs. Ça peut marcher aussi avec les films, club cinéma. Le but, c'est de devenir des vrais spécialistes de la question. Voilà. Merci, Sybille. On a une question de Samuel. Samuel dit, comment faire un choix d'études ou de métier, sachant qu'on doit tenir compte de ses capacités et valeurs, de nos intérêts, de l'environnement où nous nous trouvons et d'autres éléments, ce qu'on va gagner. Je crois qu'on a répondu. Voilà, c'est ta question. Là, en fait, il y a beaucoup de questions. Comment faire un choix d'études, de métier, sachant qu'on doit tenir compte? Il faut faire le travail dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand on se connaît, on arrive à un certain nombre de métiers. Il y a des métiers qui ne vont pas vous correspondre. Après, si vous n'arrivez pas à faire le travail, parfois, intuitivement, on est attiré par un métier. Ça peut arriver, vous vous dites, moi, vraiment, je me vois bien journaliste. Alors, dans ces cas-là, vous avez déjà une idée, donc allez faire la partie, c'est quoi ce métier? Donc, allez regarder réellement le journaliste, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont toutes ses tâches, et allez regarder quelles sont les possibilités de formation qui existent et le coût des formations avant d'aller en parler à vos parents. Ouais, c'est dans élargir ses, non, c'est pas dans élargir ses compétences, c'est quand tu parlais de déjà se connaître et puis aller essayer des stages, essayer du volontariat. À un moment, il y a un déclic, quoi. Oui. Donc, ne pas s'asseoir, attendre que ça nous tombe dessus. Mais je voudrais te poser une question, Sybille. Est-ce qu'il y a des tests en ligne qui nous permettent de définir notre personnalité et du coup de savoir vers quel métier on pourrait se tourner? Alors, oui, bien entendu, il existe plein de tests en ligne que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Ils vont vous aider à connaître votre personnalité, mais ils vont pas forcément vous dire pour quel métier au pluriel vous êtes fait. Donc, si vous n'arrivez vraiment pas à faire le travail vous-même, vous pouvez faire des tests en ligne, il n'y a pas de souci. Ce sont des tests de personnalité qui sont en général issus de réflexions de psychologues, donc qui vont vous dire effectivement à peu près le grand profil auquel vous correspondez. Mais c'est toujours intéressant de faire le travail également tout seul parce qu'on utilisera ses propres mots, alors que les tests ils vont vous proposer des cases à cocher. Ça va vous enfermer un petit peu dans un cadre. Mais vous pouvez les faire, oui. Il en existe beaucoup. Il suffit de taper test de personnalité ou test d'orientation sur Internet. Super.
Et je reviens sur le commentaire de Yasmine qui parle d'aujourd'hui de plusieurs métiers qui deviennent obsolètes avec les changements qu'apporte le digital. Comment est-ce qu'on gère cela dans une orientation, sachant que aujourd'hui on parle plus d'intelligence artificielle, on parle plus de métiers qui vont passer à la trappe, ou bien quand moi je grandissais, il y a des métiers qui n'existaient pas. Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura de nouveaux métiers. Comment est-ce qu'on gère cela dans une orientation? Je ne sais pas si on doit gérer ça dans une orientation, en fait. Je pense que il y a une adaptation de la société aussi. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un exemple dans le monde occidental. Le métier de secrétaire aujourd'hui n'existe quasiment plus, mais il existe sous la forme de centres de gestion, en fait, où les secrétaires sont regroupés et gèrent plusieurs clients. Ouais. C'est-à-dire qu'elles vont être la secrétaire de plusieurs personnes, elles vont prendre des rendez-vous pour plusieurs personnes, gérer les agendas, etc., faire les courriers de plusieurs personnes au niveau d'un centre d'appel. Donc, le métier de secrétaire, il n'a pas disparu, il a évolué. D'accord? Donc, je pense que de toutes les façons, on fait une formation pour arriver à un métier qui aura peut-être évolué, mais on s'adaptera juste à la nouvelle façon de faire. Parce que de toutes les façons, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir anticiper, vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer en réalité. Les métiers, ils évoluent et je pense que soit les formations suivent cette évolution, soit quand vous arrivez dans le monde de l'entreprise, eh ben, vous vous adaptez aux nouvelles façons de faire. Super. Merci beaucoup, Sybille. On a épuisé notre heure de webinaire. Déjà. Merci beaucoup. Le webinaire et franchement, je te remercie pour toutes ces suggestions, toutes ces données pour aujourd'hui. Je remercie tout le public qui était là. J'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. J'attendais que les jeunes posent plus de questions, mais j'ai l'impression que les parents étaient plus présents que les jeunes cette fois-ci. Parce que j'ai une autre question qui est venue sur la réorientation de la carrière. Et je dis non, on était en train de parler de réorientation. Oui, mais quand même, on va dire oui à Lynn. Oui, Lynn, ça marche aussi pour les réorientations de carrière. C'est à peu près le même schéma de réflexion. Ah, super. Donc, je vais te laisser. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour la conclusion. C'est à toi de faire les Une semaine, nous serons là en anglais, toujours avec Sybille. Ce sera cette fois-ci en anglais. Donc, si vous avez d'autres questions, revenez avec les questions plutôt en anglais cette fois-ci. Merci beaucoup, Sybille, et merci à notre public d'aujourd'hui. Sybille, je te laisse fermer. Oui, en fait, je sais pas, pour conclure, je voudrais juste vous souhaiter beaucoup de courage pour vos choix. Faites-les. S'orienter, c'est faire ses premiers choix. Et moi, je trouve que c'est une chance extraordinaire. Nous, on a un peu vécu à une époque où on n'avait pas trop le choix, où soit les parents choisissaient pour nous, soit on avait vraiment très très peu d'opportunités et on choisissait dans le très peu qu'on avait. Je pense que si vous menez cette réflexion, elle vaut le coup et j'espère vous avoir apporté quelques outils, quelques pistes. Je sais que je n'ai pas fait le travail, c'est à vous de faire le travail et je vous souhaite beaucoup de courage et merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci Sybille. Super. Merci beaucoup Sybille. Et pour tous ceux qui se sont enregistrés, ils recevront le webinaire, une rediffusion du webinaire dans la soirée ou bien demain. Ils pourront revoir cela et préparer les questions pour la fois suivante. Merci Sybille. Voilà. À très bientôt. Merci Sylvie. Merci. Au revoir. Au revoir.